À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission à vous de juger. Eh bien, tous les jours, il ne manque pas quelque chose à dire en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est dans ce sens que à vous de juger vous revient tous les jours du lundi au vendredi à 17h juste. Bon après-midi à tous. Vous qui nous suivez depuis Bunia, vous qui nous suivez depuis Goma ou encore en Ouganda, vous qui nous suivez au Rwanda, vous qui nous suivez en Afrique du Sud, un peu partout, et bien, même ceux qui nous suivent par Internet, sur Lokombe TV, nous sommes très heureux. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. En RDC, si on ne détourne pas, on viole. Si on ne viole pas, on tue. Si on ne tue pas, on vole. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent tous les jours. C'est dans ce sens que nous devons tout juger. Et le jugement, c'est ici. On ne parle pas du jugement des dieux, mais du jugement des hommes. À vous de juger. D'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Félix Kayembe, un des communicateurs du chef de l'État et de l'UDPS. Bien sûr que avec lui, nous allons analyser quelques sujets. Ici, pourquoi quand on a levé les humilités de Joseph Kabila Kabange, ancien chef d'État, il y a eu des agitations, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les gens s'agitent? Quand il s'agissait de lever les humilités de Matata Pogno, eh bien, il y a eu des agitations encore de part et d'autre, juste à mettre sur le ring le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez l'expression, passez-moi. Alors, on parle encore de la levée des immunités du ministre Moutamba, présumé détourneur de 19,9 millions de dollars américains. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va statuer sur ça. Pourquoi? En RDC, si on ne détourne pas, il y a toujours de mauvaises choses. Félix Kayembe, comme le Quinois vous appelle, vous, Batata Mapassa, bonjour. Bonjour très cher Émile. Vous allez très bien. Je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux parce que nous allons passer un très bon moment, une très bonne émission. Vous m'aviez présenté Papa Mapassa, effectivement je suis Papa Mapassa, Chambouille comme on dit. Ouais. Et j'ai profité de l'occasion pour saluer mes enfants, Avila et Laura et leur maman, Maman Kari. Très bien, mesdames et messieurs, le décor est déjà bien établi. À vous de juger ce parti. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Voilà, les immunités de Joseph Kabila étaient déjà levées. Il est maintenant disposé à affronter la justice congolaise. L'homme est à Goma. Félix Kayembe, comment est-ce que vous faites l'analyse sur ce fait? Kabila Kabange, les immunités levées, aujourd'hui à Goma, du côté des rebelles. Vous dites quoi? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'avant que nous puissions en arriver là, il y a eu un précédent, lequel M. Kabila collaborait ou collabore encore avec l'M23. Et le chef de l'État, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, en avait parlé depuis la nuit des temps. Et avec toutes les enquêtes faites, on s'est rendu compte, effectivement, les messieurs collaborent avec l'M23. Voilà pourquoi il a été demandé à l'Assemblée, au Sénat, je vais dire, pour que le Sénat puisse lever les immunités de M. Kabila, étant donné que c'est un sénateur à vie, et donc il fallait lever les immunités pour qu'il soit justiciable devant la justice. Et ici, nous notons, bien entendu, quelque chose avec beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que c'est un chef de l'État ancien, c'est un ancien chef de l'État qui a dirigé ce pays pendant 18 ans de la manière dont nous connaissons. Et aujourd'hui, les messieurs se permettent de comploter contre la République avec les agresseurs du Rwanda, de comploter contre la République qu'il a accueilli, qu'il a donné une identité, qui a fait de lui chef de l'État. Et donc, c'est une autre trahison. Aucun des Congolais, vraiment, ne peut accepter cela. Je pense que la justice doit faire son travail
Et aussi bien la CPI, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la justice congolaise, il s'agit aussi la justice internationale. De la justice internationale. Très bien. Parce que ici, nous parlons des crimes contre l'humanité, de nos compatriotes qui sont décédés, qui sont morts, assassinés à Goma et à Bukavu. Je pense que parce que le monsieur aujourd'hui est exposé devant la justice, et donc il y aura une justice non seulement nationale, mais aussi bien la justice internationale. Est-ce que du côté de l'UDPS, vous avez peur de voir Joseph Kabila aujourd'hui transformé en rebelle? Nous n'avons pas peur, mais plutôt nous avons un regret. Nous avons une autre façon de voir les choses. Vous savez, quelqu'un qui a géré les pays de la manière dont nous connaissons pendant 18 ans, avec les tribalismes, avec les népotismes, avec les assassinats, avec une certaine légèreté, et se retrouve aujourd'hui dans les camps des rebelles. C'est lui qui finance les rebelles, c'est lui qui donne les moyens à tous ces rebelles, et donc je me dis, c'est une honte, non seulement pour Joseph Kabila, mais aussi pour tous ceux qui ont eu à gérer avec lui et tous ceux qui le soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Alors l'UDPS n'a pas honte de père de M. Kabila, mais plutôt nous nous sommes confortés dans notre position, parce que l'UDPS, je m'en souviens encore dans la Ligue des matinées politiques animée par le secrétaire général Augustin Kabouya, lorsqu'il avait dit que Kabila est avec le M23, il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment vilipendé et insulté même. Mais aujourd'hui, les faits nous ont donné raison et nous nous confortons dans notre position. Et nous ne pouvons pas avoir peur de Kabila. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans l'opposition, on n'a pas eu peur de Kabila. Nous l'avions affronté sans armes, avec seulement les combattantes et combattants, avec la détermination, avec le dévouement. Et nous sommes arrivés au pouvoir. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons peur de Kabila. Mais je vais dire une chose, cher ami. Vous ne regrettez pas d'avoir perdu un partenaire? Écoutez, nous ne regrettons pas d'avoir perdu un partenaire, mais nous regrettons d'avoir quelqu'un qui a géré ces pays, s'est retrouvé dans les camps des ennemis. Lorsque nous dénoncions cela autrefois, pour dire que le PPRD c'était un parti du M23, pourquoi? Parce que beaucoup de ces cadres avaient rejoint le M23, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est Kabila lui-même qui est le patron du PPRD, le président du PPRD qui rejoint le M23. Et donc, simplement je vais dire à M. Kabila, il ne faut pas croire que nous sommes en 97. Nous sommes en 2025 avec un peuple qui est déjà mature politiquement, avec un peuple qui est éveillé par rapport à sa patrie. Et donc, je pense que M. Kabila a fait un mauvais choix. S'il a cru que ce qu'il avait fait avec les Rwandais, les Tanzaniens et tant d'autres en 1997, ça doit encore se répéter aujourd'hui, et donc il n'a pas eu de bons conseillers. Il doit déchanter, lui et ceux-là qui le soutiennent, ils doivent déchanter, et ce n'est pas pour longtemps. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien en direct et vous avez ces numéros-là. Vous pouvez toujours nous renvoyer vos messages ou appeler pour vous exprimer, hein, pour nous dire ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Lever des humilités, détournement, où va le Congo? C'est notre thématique aujourd'hui. Fedi Kayembe, Matata Pognon, Augustin, député national, a été condamné. Vous le savez. Est-ce qu'il y a eu une leçon que vous, en tant que compatriote congolais, vous pouvez tirer de sa vie politique? Oui, tout à fait. Il y a une leçon. Je me dis, lorsqu'on est homme d'État, il faut travailler pour sa patrie, pour sa nation. Et il ne faut pas se permettre de détourner le denier public, ce qui n'est pas une très bonne chose. Mais je demande à M. Matata Pognon de comprendre que la politique est faite pour sa société. La politique est faite pour sa nation, pour son peuple. La politique n'est pas faite pour sa tribu ou soit pour sa petite cellule, sa famille. Et ici, je note avec amertume. Pourquoi? Parce que Matata avait dit qu'il rentre au pays pour affronter la justice. Vous savez, lorsque l'invitation lui a été lancée, il était en Guinée-Conakry.
Il a dit qu'il est rentré au pays pour appliquer la justice, mais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est en train de se soustraire de la justice. Mais écoutez, la justice fait son travail, les droits est déjà dit par rapport, bien entendu, à son dossier. J'ai suivi même un jour son avocat, Maître Loin Oyemba, qui dit, lui croyait que Matata allait avoir une peine de 20 ans. Et donc, pour 10 ans, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais ici, j'ai remis en cause l'intelligence de l'homme congolais. Pas tout le monde. Ouais. J'ai remis en cause le dévouement politique ou l'engagement politique de certaines personnes. Émile, la politique, c'est la gestion de la cité. Et lorsque l'on dit c'est la gestion de la cité, et donc il y a des choses où on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Effectivement. Un homme politique est celui qui ne doit pas seulement voir les présents. Un homme politique est celui qui voyage dans le futur, qui anticipe les événements, qui se projette dans le futur pour voir quel sera son nom après 20 ans, après 30 ans. Voyez-vous? Et donc, un homme politique n'est pas celui qui doit vivre aujourd'hui seulement. Vous pouvez ou ne pas être là. Lorsque les enfants de Félix Kaïmbe passeront, on dira, voilà les enfants d'un homme politique qui a donné les meilleurs de lui-même. Voilà les enfants d'Emile Kassanga qui était un bon journaliste. Et donc, quand on fait la politique, on ne fait pas la politique pour soi, pour soi-même, on fait la politique pour les autres. Mais malheureusement, ici, nous avons des hommes qui font la politique pour leur propre famille, pour leur propre tribu. Et donc, c'est une déception pour moi. Je suis politique, je sais de quoi je parle. Il faudrait que l'on puisse être au-delà de sa tribu, au-delà de sa province, au-delà de sa famille, être disposé pour servir les peuples. Et pour les dossiers de Matata, vous savez combien de millions que les trésors publics avaient déboursé pour que nous puissions avoir Bokanga Lonzo. Bokanga Lonzo, c'était une entreprise industrielle, je vais dire, qui allait nourrir autant de provinces. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a dans des provinces où nous avons des enfants qui ont de la malnutrition, tout simplement parce que l'homme politique a fait de la caisse de l'État sa propre caisse. Voyez-vous, cette confusion. Comme ça, moi étant coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, nous avions toujours cette tendance de dire il faut travailler pour les démunis, il faut travailler pour ces peuples-là qui ne savent pas comment revendiquer peut-être son droit, il faut travailler pour ces peuples-là qui est loin des salons de décision, être sa bouche, être son interlocuteur. Donc c'est un peu tout ça. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte, cher Émile, le Congo qui a tout donné aux hommes politiques, le Congo qui a fait étudier ces gens-là, le Congo qui leur a donné du travail, le Congo qui a fait des ministres, des présidents, je ne sais pas, des directeurs généraux, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train encore de tirer sur la même patrie qui est le Congo. C'est comme quelqu'un qui a sa mère, sa mère a tout donné, sa mère a sacrifié son temps, sa jeunesse pour que vous puissiez étudier, et une fois devenir grand, pour commencer maintenant à tirer sur votre mère, ce n'est pas logique. Est-ce que toutes les demandes de levée d'immunité qui se font ces derniers temps, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, vous en tant que politique, comment est-ce que vous les trouvez? C'est avec honnêteté ou tout simplement une manière de s'acharner contre les uns ou les autres? Non, écoutez, ce n'est pas une manière de s'acharner contre les uns ou les autres, parce que lorsque vous posez la question, l'on vous dit tel a détourné autant. Ils prennent à l'appui. Les avocats eux-mêmes reconnaissent cela. Ils disent que non, nous on croyait comme si on allait condamner Matata à 20 ans, mais on lui a accordé 10 ans de travaux forcés. Je me dis, quelque part, ils reconnaissent. Non, et en termes de lever des immunités, je ne suis pas seulement chez Matata. Je parle de généralité un peu là. Allez-y. Et pour ce qui est de lever des immunités, c'est une procédure tout à fait, une procédure parlementaire normale. Normal. Et donc, on ne peut pas mettre la main sur un député, sur un sénateur, sans qu'il y ait la levée des immunités. Et donc, moi, je me dis que c'est pour permettre à ce que la personne soit disposée à la justice et que la justice puisse faire son travail. Et donc, c'est une procédure normale. Il n'y a pas de l'acharnement,
il n'y a pas de tribalisme, comme j'entends dire quelque part. Il n'y a pas de question de famille politique, union sacrée ou soit de l'opposition. Ici, il s'agit du droit. Et vous savez que le droit est impersonnel. Effectivement. Lorsque l'on applique les droits, c'est pour que les droits soient dits d'une manière tout à fait impersonnelle. Voilà pourquoi on a mis la main sur ces gens-là. Voilà pourquoi on a demandé la levée des immunités de ces gens-là. Écoutez, Matata n'est pas le seul dans l'opposition. Kabila n'est pas le seul dans l'opposition. Il y a aussi tant d'autres acteurs politiques de l'opposition qui ont eu à gérer certaines institutions à des niveaux différents. Et si l'on n'a pas mis la main sur eux, c'est parce que peut-être eux étaient modèles dans leur gestion, étaient propres dans leur gestion. Voilà pourquoi on n'a pas mis la main sur eux. Donc si on a mis la main sur les uns et sur les autres, c'est par rapport à leur comportement lorsqu'ils étaient aux affaires. Très bien, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit là, nous sommes bel et bien en direct sur Télé 7. Cette émission passe du lundi au vendredi à 17h, juste tel que vous nous suivez là. Nous sommes en direct et la rediffusion pendant les heures tardives, juste après notre série de 23h à 0h. Mesdames et messieurs, on continue avec notre invité, Félix Kayembe. On fait une parenthèse. Vous avez dit qu'on ne peut pas arrêter un homme politique, un député, en gardant ses humilités. Mais malheureusement, Matata Ponyo va en prison. S'il sera en prison, nous ne le savons pas, mais avec ses humilités des députés nationaux garanties, sans être élevé, vous le savez. Non, il y a eu une confusion là-bas, mon cher ami. Je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis un apprenant en droit. Je fais du droit à l'ILK, en dehors de mon diplôme de licence de l'économie. Ouais. Et il faut que nous puissions comprendre les faits et la procédure, comment est-ce que ça se passe. Matata Ponyo, on avait déjà levé ses immunités depuis l'exercice passé, c'est-à-dire la législature passée. Étant donné que le dossier de M. Matata Ponyo n'était pas encore clôturé ni déclassé, et donc on ne pouvait plus demander pour la deuxième fois que l'on puisse lever les immunités de M. Matata Ponyo. Comment voulez-vous que Matata Ponyo était déjà à la disposition de la justice? Attendez par là la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour qui juge les présidents de la République et les premiers ministres, c'est base de la Constitution de la République. Et je me demande pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui demandent à ce que l'on puisse encore lever les immunités. Qu'est-ce qui doit être élevé qui n'avait pas été élevé? Alors, une question simple. Aujourd'hui, Matata Ponyo est condamné avec ses immunités parlementaires des députés nationaux, vrai ou faux? Écoutez, mon cher ami, nous parlons des immunités. Moi, je parle des immunités des députés nationaux. Parce qu'il n'est plus sénateur. Nous parlons des immunités. Effectivement. Est-ce les immunités de M. Matata Ponyo étaient-elles levées, vrai ou faux? Ça, c'est la question que je vous pose. Non, les immunités des députés ne sont pas levées. Non, écoutez, moi je parle des immunités de M. Matata Ponyo comme sénateur. On ne pouvait pas lever encore les immunités de M. Matata Ponyo comme député. Pourquoi? Parce que le dossier qui a été ouvert n'était pas encore clôturé. Bon. Ça, c'est du droit. Je suis un procédurier. Oui. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est déjà dans la maison, pourquoi tu es dans la maison, il faut d'abord sortir pour que tu sois dans la maison. Non, non, moi, ça c'est une simple question que le téléspectateur pose. Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. Pendant qu'il est condamné, il s'en va avec ses immunités parlementaires bien couvertes. Monsieur Kassanga Mapepe Lopepe Emile, je disais ceci. Monsieur Matata Ponyo, on avait déjà levé ses immunités à la législature passée. Vrai ou faux? Et d'ailleurs, parce qu'on avait déjà levé ses immunités et que le dossier de M. Matata était devant la justice et ce dossier n'était pas encore clôturé, et donc on ne pouvait plus demander pour la deuxième fois qu'on enlève les immunités. Très bien. Parce que je vous le conseille. Matata Ponyo restent les mêmes qui avaient commis les faits, bien entendu, de Bukanga Lonzo. Ce n'est pas Matata Ponyo différent de Matata député que sénateur.
Très bien, et mesdames et messieurs, là, c'est lui qui va en prison, c'est Matata Pogno, député national élu de Kindu. Ça, c'est une question. Je ne veux pas que vous puissiez mettre du désordre ou créer de la confusion. Je disais ceci. Monsieur Matata non, je me les concède, je suis en train d'évoluer. Non, vous ne pouvez pas me les concéder comme ça, comme si vous n'êtes pas convaincu. Je veux que vous puissiez être convaincu. Il s'agit d'un juriste en gestation qui te parle. Et donc, je disais ceci. Monsieur Matata Pogno, Premier ministre honoraire, on avait déjà... Sénateur honoraire. On avait déjà levé... Député national en fonction. L'infraction dont on a condamné Matata Pogno, ce n'est pas l'infraction des députés ou des sénateurs, c'est l'infraction commise par un Premier ministre honoraire. Et donc je disais, puisque l'on avait déjà levé les immunités de M. Matata Pogno, et le dossier là n'était pas clôturé, puisqu'il s'agit toujours de Matata Pogno et non de notre monsieur, on ne pouvait plus encore demander pour la deuxième fois qu'on puisse lever les immunités. Mais si le dossier de M. Matata Pogno était clôturé et que l'on ouvrait un nouveau dossier, à ce moment-là, on pouvait demander la levée des immunités de M. Matata Pogno comme député national. Très bien, c'est ce que j'ai dit. C'est du droit. À ceux qui nous regardent, que Matata Pogno, ancien Premier ministre, donc sénateur honoraire, mais député national en fonction, est condamné avec ses immunités parlementaires. C'est lui qui est condamné. Alors, on va évoluer. Ancien Premier ministre, c'est M. Matata Pogno, sénateur, dont les immunités ont été déjà levées, monsieur. Voilà, on évolue après cette transition, à vous de juger, avec Benoît Boudier, qui est de l'autre côté de la bain vitrée. Vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Très bien. Alors, un autre dossier plutôt, excusez, c'est lapsus. Un autre dossier, c'est celui du ministre en fonction. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Vous avez suivi le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui a déposé une demande de lever des immunités de ce ministre en fonction pour qu'il soit poursuivi devant la justice congolaise. Moi, ma question n'est pas là-bas. Fedi Kayembe, pourquoi les hommes politiques congolais sont toujours dans les dossiers sales? Je ne dis pas qu'il a détourné, je ne confirme pas parce qu'on ne l'a pas encore condamné. Il est présumé innocent, comme on a toujours dit, c'est ça, non? Pourquoi les hommes congolais sont toujours prêts à détourner, à faire quoi que ce soit quand ils ont la possibilité d'accéder dans des postes élevés? Bon, écoutez, d'abord il faut dire aujourd'hui que M. Constant Mutamba, qui est ministre de la Justice, a joui de la présomption d'innocence. Effectivement. Et le problème est déjà au niveau de la justice. Et donc il faudrait que nous puissions d'abord laisser la justice faire son travail avec les parlements, et que les messieurs puissent avoir aussi les moyens de sa défense, ce qui est tout à fait normal dans un pays démocratique. Moi, je ne vais pas beaucoup commenter sur ça, mais plutôt, je me remets, bien entendu, à la justice de mon pays. Je me remets, bien entendu, à l'Assemblée nationale, parce que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, que l'on doit s'en décider s'il faut les poursuivre ou pas, ou la poursuite. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que nous puissions laisser la justice faire son travail. Oui, oui, moi je ne suis plus là, moi je suis au-delà de Mutamba. Moi je parle de la généralité. Pourquoi les hommes congolais, pourquoi les ministres, les hauts gradés, des militaires, des hauts gradés, des généraux, pourquoi? Ce n'est pas tous les politiciens qui sont aux affaires, ce n'est pas tous les généraux qui sont aux affaires qui détournent de l'argent. Et donc, il y a aussi des gens qui se démarquent d'une manière tout à fait positive, mais il faudrait dire aussi, c'est vrai, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui confondent la caisse de l'État avec les poches privées, ce qui n'est pas une très bonne chose. Je me pose toujours la question de dire, est-ce que nous avons la moralité d'homme d'État? Est-ce que nous avons encore cette âme d'État-là? Il ne faudrait pas, lorsque l'on vous nomme, que vous puissiez être quelqu'un qui se dit, eh bien, c'est notre tour, comme les gens le disent généralement, mais il faudrait se poser la question, maintenant que je suis nommé,
j'ai une grande charge sur mes épaules, la République attend de moi, il faudrait que je donne le meilleur de moi-même pour que ce peuple qui est chez moi à Kananila, ce peuple qui est à Maïndombe, ce peuple qui est, je ne sais pas, à Outchou puisse se retrouver. Vous savez combien de gens meurent de faim, et tout simplement parce que les gens ne veulent pas travailler, tout simplement parce que les gens veulent mettre l'argent de côté, ce qui n'est pas une très bonne chose. Il faut dénoncer cela. D'où l'importance de notre structure, de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Pourquoi je dis cela? Parce que je me suis rendu compte que ce sont les intellectuels qui sont aux affaires, qui sont en train de mettre ce pays à genoux. Mais si nous pouvons avoir un changement de mentalité, comme mon mentor Etienne Tshisekedi Mulumba le disait, que vous ne pouvez pas songer à changer la République sans changer l'homme congolais, il faut que l'homme congolais puisse connaître une mutation dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de gérer la République, les biens privés de l'État. À ce moment-là, nous allons parler d'un changement. Et donc, je pense que la question que vous aviez posée vont son présent d'or. Il faut que l'homme congolais puisse comprendre une chose, qu'une fois que je suis nommé directeur général, une fois que je suis nommé ministre, ambassadeur, je ne sais pas qui, c'est pour travailler pour mon pays, permettez-moi la tautologie, c'est pour rendre service à ma nation, c'est pour rendre service à mon peuple et non à ma petite famille. Il faut que nous puissions vraiment dépasser ces niveaux-là, cette réflexion-là. Moi, je me dis, le jour que je serai nommé ministre, DG, je ne dois pas fêter ces jours-là. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays, pour mon peuple, dans les secteurs où on m'a responsabilisé. Et donc, on fait une parenthèse. Pourquoi les gens fêtent quand ils sont nommés? Non, ils fêtent parce qu'ils se disent, eh bien, c'est notre tour. Ils fêtent parce qu'ils ne mesurent pas le poids de la responsabilité qui est sur leurs épaules. Quelqu'un qui a la charge sur ses épaules, en tout cas, cette personne-là ne fête pas. Il cherche d'abord à arriver à la destination pour fêter, c'est-à-dire à l'issue de votre mandat, ministre, DG, vous vous dites, eh bien, je suis arrivé, j'ai bien géré, maintenant je peux fêter. En RDC, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, vous savez qu'on a toujours senti les détournements partout. À l'EPST, on parlait toujours des détournements. Il y a eu des arrestations dans le passé. Vous allez aller du côté de la SNEL, il y a eu toujours on parle des détournements. Vous allez dans les ministères de la santé publique, vous allez sentir l'odeur de quoi? Des détournements. Quel secteur encore? Au sein des FARDC, on va vous dire non, il y a eu des détournements de ceci, de cela. Il y a eu même des gens qui étaient transférés, qui étaient arrêtés et sanctionnés à cause de ces histoires. Les détournements, c'est partout. Les détournements, Félix Kayembe, est-il devenu un mode de vie des Congolais? Je ne dirais pas que le détournement est devenu... Parce que même au sein des églises, il y a des gens qui détournent. Ah oui, malheureusement, je vois... Bon, je ne vais pas... je vois quand on prend les paniers, quelqu'un peut mettre un $10, mais à la comptabilité, on trouve... On ne trouve plus les dollars. Il y a quelqu'un qui a mis $100, voilà, mais donc, on vient vérifier, il n'y a que des francs congolais, il n'y a plus de dollars. Bon, je vais dire que ce n'est pas tout le monde, comme j'ai... Si, effectivement, ce n'est pas tout le monde, certes. Il y a toujours des gens qui se distinguent positivement. Et nous sommes de ceux-là qui prennent des valeurs. Nous sommes de ceux-là qui prennent des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire... ne pas être dans des mœurs légères, parce que le détournement fait partie des mœurs légères. La corruption fait partie des mœurs légères. Il faut que nous puissions avoir une certaine position, bien entendu, ferme par rapport à cela, mais c'est ici le lieu d'interpeller aussi l'État congolais. C'est ici le lieu d'interpeller la justice de notre pays. Il faut que tous ceux qui détournent les liens publics puissent être arrêtés, sanctionner, mais il ne faut pas que seulement arrêter, mais il faut aussi ravir leurs biens, confisquer leurs biens. À ce moment-là, les gens ne vont plus commencer à détourner. Parce qu'il y avait une coutume ici qui avait déjà pris de la place. Lorsque on vous arrête, on vous condamne, vous quittez de la prison, vous rentrez, vous trouvez les millions que vous aviez volés. Vous trouvez les millions que vous aviez détournés. Et donc, il faut assez qu'il y ait maintenant une autre façon de traiter les détourneurs, les corrupteurs,
les voleurs, lorsqu'on vous arrête, non seulement que la justice fait son travail en vous sanctionnant, en vous condamnant, mais quand vous quittez la prison à l'issue de la condamnation, il faut que l'on puisse ravir tout ce que vous avez comme bien. Il faut que l'on puisse confisquer les biens et que cela soit mis à la disposition de l'État congolais. À ce moment-là, je pense que nous allons décourager les voleurs. Qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien, moi j'ai déjà 50 millions de dollars dans mon compte, je vais rester ici, 2 ans, 3 ans, je sors de la prison, et bien je continue avec ma vie normale. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui sont en prison comme si ils étaient en dehors de la prison, en train de vivre aisément. Il faut que l'on puisse arriver non seulement à arrêter les gens, mais aussi à confisquer leurs biens et mettre cela à la disposition de l'État. Ça sera une façon de décourager les voleurs et les détourneurs. Vous avez suivi nécessairement l'ancien ministre des Finances dans la presse sur comment est-ce que l'argent de l'État est dilapidé ou utilisé. Vous diriez quoi? Vous, en tant que cadre de l'UDPS? Moi, en tant que cadre de l'UDPS, je condamne cela, si cela est vrai. Mais quand j'ai suivi de près, ce n'était pas la façon dont on a présenté les propos de M. Nicolas Kazadi. On a eu à dénaturer ses propos. Comme toujours, on a eu à couper. Il fallait suivre, bien entendu, l'intégrité de son discours, de cette émission. Il fallait comprendre que ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. On a juste coupé les morceaux pour l'exposer. Mais je pense que si cette pratique-là serait vraie dans les institutions, il faut que nos ministres, nos directeurs généraux et tous ceux qui gèrent les pays à des niveaux différents, de revoir la gestion, de travailler pour la République, de travailler pour le peuple, de travailler pour le démunis, et non de dire, écoutez, il faut que nous puissions d'abord nous partager et après nous allons penser quoi faire. Je pense que ce n'est pas une très bonne méthode. Ce sont des méthodes dégradantes, ce sont des méthodes des mers légères, des basses échelles. Il faut que nous puissions corriger cela très rapidement et que nous puissions procéder toujours à une évaluation. Moi, j'avais suggéré au chef de l'État pour que, à chaque fois qu'il y a nomination, que ce soit au niveau des mandataires, que ce soit au niveau du gouvernement, que l'on puisse avoir, bien entendu, l'évaluation, qu'on puisse évaluer chaque personne dans son secteur, dans son portefeuille, dans son ministère, qu'est-ce qu'il a donné de nouveau, qu'est-ce qu'il a innové. Parce que nous, politiques, nous sommes toujours champions à bien parler français à la télévision, mais une fois qu'on vous nomme, on ne voit rien. Et moi, je me suis toujours posé la question, ce n'est pas normal. Nous devons être redevables vis-à-vis de notre peuple. Nous devons être redevables vis-à-vis de ceux qui nous nomment, que ce soit Madame la Première ministre, que ce soit le Président de la République, que je puisse au moins dire, voilà, moi j'ai trouvé ça, regardez de la manière dont j'ai géré et où je suis en train de partir. Regardez cadre de l'UDPS que vous êtes. Les ministres comme de l'industrie. Quelles sont les industries que l'on a créées dans notre pays? Quels sont les produits, les industries de fabrication de l'eau pure. Il y a l'eau pure qu'on fabrique en RDC. Nous parlons des choses sérieuses. Mais je te dis quand même. Nous parlons des choses sérieuses. Je pense que le métier de l'industrie a comme vocation de créer les industries, de suivre aussi les industries existantes déjà, pour que nous puissions quitter de la matière première au produit fini. Et lorsque vous avez le produit fini, il y a une valeur ajoutée qui entre dans votre pays, c'est des dollars qui viennent. C'est-à-dire le produit qu'on pouvait commencer à aller acheter à l'extérieur du pays, ces produits-là seront fabriqués localement. Et quand c'est fabriqué localement, c'est-à-dire qu'il y a maintenant importation bien entendu de devises. Les devises quittent les pays étrangers pour venir ici chez nous. C'est avec le ministère de l'Industrie où nous pouvons créer un marché international, cher ami. Mais c'est la vision même de tout un gouvernement. Je pense que c'est ce qu'il faut arriver. Prenons le ministère des pêches et élevage. Ça me fait mal. Lorsqu'on nomme quelqu'un au ministère des pêches et élevage, la personne plaire et dit non, c'est un ministère qui ne produit pas, c'est un ministère qui n'est pas rentable. Mais c'est faux. Il n'y a aucun grand ministère, un méga ministère comme celui des pêches et élevage. Nous avons les fleuves les plus poissonnés, mon cher ami.
Nous avons cette couche de poissons qui naissent, qui grandissent et qui meurent dans l'eau. Que ce soit les fleuves Congo, que ce soit les lacs Albert, que ce soit l'océan Atlantique, parce que nous avons l'océan à Mwanda. Mais écoutez, nous avons des terres arabes. Nous pouvons faire autant de champs. Et vous savez, on accorde combien de pourcentage à ces ministères? Et finir, s'il vous plaît, la famine. Et que dans l'auto-alimentation, arriver même au stade de nourrir encore d'autres pays. Et donc je me dis, nous mourons de faim parce que les gens qui sont ministères de pêche et élevage ne voient pas de quoi ils sont capables. Non, c'est la politique générale du gouvernement. La politique là, chacun vient défendre son ministère, bien entendu, au Conseil des ministres. Depuis un moment donné, vous savez, on nous a promis des bateaux de pêche ici, vous le savez. Est-ce que les bateaux sont venus? Et les budgets, écoutez, les bateaux sont en train d'être venus. Ah, donc c'est comme ça va venir qu'on aura... Je pense que ce ministère-là, il y a beaucoup à donner à ça. Ce ministère-là, ça fait en sorte que nos jeunes ici qui n'ont pas le travail, mon cher ami Émile, est-ce que vous savez qu'avec le ministère de pêche et l'élevage, ça peut engorger autant de jeunes et terminer aussi le chômage dans notre pays? Bon, dans toutes ces provinces ici, nous pouvons créer des Bukangalonzo, des vrais Bukangalonzo, pas les Bukangalonzo de Matata Pogno. On peut en créer 4 et 5 dans toutes les provinces. Et pourquoi on ne le fait pas? Ben, c'est parce que les ministres de pêche et élevage et agriculture est ailleurs. Est-ce que quand vous avez suivi la première ministre défendre son programme au gouvernement, vous savez combien de pourcentage on a accordé au ministère de l'Agriculture? C'est 1,00 comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Voilà, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on revient sur nous? Je pense que les ministères de l'Agriculture, pêche et élevage, doivent avoir même 30%. Voilà, aujourd'hui, parce que je disais que vous étiez de l'UDPS, vous êtes de l'UDPS, vous êtes un cadre. Depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est là, est-ce qu'on peut toujours continuer à dire le peuple d'abord? Aujourd'hui, je venais là, j'ai vu dans un bus, on a écrit, un bus particulier, on a écrit le peuple d'abord. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ce peuple est encore d'abord? Ou on a déjà oublié ces slogans? Ce peuple est encore d'abord parce que d'abord, toi-même, Émile, tu es le bilan du peuple d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu t'es marié sous Félix Tshisekedi. Non. Tu as mis au monde sous Félix Tshisekedi. Ce pays n'a pas et j'arrive pour dire... Félix, parlons des choses sérieuses. C'est sérieux ce que je dis. Ma belle-sœur, qui est à la maison, qui nous suit pendant ce moment, ta femme, a mis au monde gratuitement. La gratuité de la maternité, c'est le peuple d'abord. Ton enfant va aller à l'école demain, il va étudier gratuitement. C'est le peuple d'abord. Je ne pense pas que mon enfant... Transacadémia. Bon, si tu n'y penses pas... Dans une salle de 80 enfants, écoutez, où les gens peinent, il n'a même pas un ventilateur, il fait très chaud, Émile, les élèves sont... Non, allez faites un tour. Toi, tu as étudié à Katarokombe, dans une salle... Pas même dans une salle. Non, malheureusement. Sous les paliers. Mais tu payais quelque chose. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de construire les écoles, en train de... Mais malheureusement, chez moi, on continue à étudier toujours sur les paliers, malheureusement. Depuis 8 ans. Non. Je vis une comparaison chez toi à Katarokombe. Une école où tu as étudié d'ailleurs sous les palmiers, mais aujourd'hui modernisé. Ça c'est toujours les palmiers, mon cher. C'est toujours les palmiers. Il n'y a rien qui est fait dans mon territoire de Katarokombe. Il n'y a rien qui est fait dans ce sens. Il n'y a pas une seule école. Si tu connais le nom de cette école, tu peux le donner. Je vis, ça doit être au Quito, école au Quito. Je vis une école. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Je suis trop sérieux, monsieur. Soyons sérieux. Je suis là, je vis une école, bien entendu, sous les palmiers, aujourd'hui modernisé et équipé. Je pense que les peuples d'abord évoluent. Lorsque on multiplie les soldes ou la solde de militaires, les peuples d'abord. Lorsque les Transacadémia est d'opération, c'est les peuples d'abord. Lorsque El Congo est d'opération, c'est les peuples d'abord. Lorsque Mama Emo est construit et innové, c'est le peuple d'abord. Lorsque
le budget est aujourd'hui à l'ordre de 16 milliards, 17 milliards, c'est le peuple d'abord. Et donc je pense que, mon cher ami, il faut que nous puissions parler des choses sérieuses, parce que nous en parlons, le peuple d'abord, et d'application. Le peuple d'abord n'est pas voir seulement les Thomson sur votre assiette, comme vous aimez beaucoup les Thomson. Le peuple d'abord, c'est aussi la gratuité d'enseignement de base. Le peuple d'abord, c'est aussi l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Le peuple d'abord, c'est aussi la mécanisation des LI. Le peuple d'abord, c'est aussi la modernisation, bien entendu, de l'aéroport de Bipemba, de l'aéroport de Bangoka, de l'aéroport de Lualaba. Et donc, c'est tout ça, le peuple d'abord, mon cher ami. Ok, alors, mesdames et messieurs, vous comprenez bien Félix Kayembe qui continue à défendre la vision de son parti, l'UDPS, et tout le monde se pose encore la question de savoir si, à Kinshasa, en parlant des infrastructures, nous sommes toujours dans notre thématique, les levées des humilités, détournements, où va les Congo, c'est par là qu'on va chuter, mais on fait une tournure pour parler de Kinshasa, la capitale, avec ses infrastructures. Hier, Félix Kayembe décriait le trou qui jonchait toutes les artères de la ville de Kinshasa. Il mettait sur le placard M. Ngobila, qui n'avait pas une bonne politique pour réhabiliter les artères de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un cher fils maison qui est là, Bumba. Est-ce que les trous sont terminés? Je ne sais même pas si le pneu de véhicule de Félix Kayembe aujourd'hui sont toujours en bon état, en venant ici dans cette émission, où c'est déjà dégonflé. Non, écoutez, c'est comme on dit, on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Moi, je suis très fier de M. Bumba, le gouverneur, parce que celui-ci est venu avec la vision du chef de l'État. Et si vous voyez bien, la ville-province de Kinshasa est devenue un chantier sous Bumba, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Et donc, il y a toutes les routes au moins qui sont en train d'être construites au même moment, bétonnées au même moment, pour que lorsque l'on doit ouvrir, que les Quinois et Quinois puissent circuler librement. Et donc, moi je me dis, il vaudrait que nous puissions commencer quelque part et que nous puissions payer les prix, bien entendu, peut-être d'imprédictabilité du fait que les routes ne sont pas ouvertes, c'est en train d'être construite, en train d'être bétonné. Et lorsqu'on doit finir, eh bien, nous serons dans de bonnes conditions. Nous allons rouler dans de bonnes conditions. Je salue M. Bumba qui est venu avec une vision. Non seulement qu'il construit des routes, mais aussi, je vois à partir des 23h00, des mamans en train de balayer et les jeunes gens, les routes de Kinshasa. Et donc, il faut les féliciter. C'est quelque chose de bien. Très bien. Félix Kayembe est en train de vanter le gouverneur. Non, je ne suis pas en train de vanter le gouverneur. Je suis en train de parler de ses réalisations, mon cher ami. Vous êtes en train de parler avec un collégien. Vous êtes en train de parler avec un juriste en gestation. Vous êtes en train de parler avec un économiste. Vous êtes en train de parler avec un auditeur international. Je ne suis pas en train d'inventer M. Bumba. Je ne peux pas quitter ma maison, mon bureau pour venir vanter Bumba. Je suis en train de parler de ses actions. Donc, il y en sont des choses. Est-ce qu'il y a continuité, d'après ce que vous voyez, est-ce qu'il y a continuité de ce que Jean-Tini Ngobila avait laissé, ou il y a une rupture avec une nouvelle vision? Parce que lui aussi avait la vision. Il y a une rupture. M. Ngobila avait la vision, la même vision du chef de l'État. Non, je ne suis pas venu critiquer M. Bumba, je ne suis pas venu critiquer. L'autre est venu avec la vision. Finalement, le chef de l'État a combien de visions? Je ne suis pas écouté. Mais chaque prêtre a sa façon de dire la messe, mon cher ami. Tous les prêtres ne disent pas la messe de la même façon. Bien que nous n'avons qu'un seul pape. On peut passer à autre chose. Mesdames et messieurs, il ne nous reste que 7 minutes pour terminer. C'est la question que les gens demandaient. Félix Kayembe, aujourd'hui l'UDPS a combien de secrétaires généraux? Aujourd'hui l'UDPS n'a qu'un seul secrétaire général faisant fonction du chef du parti ou du président du parti. Il s'appelle Augustin Kabuya Chilomba. Je pense que vous faites mention de certains troubadours qui sont en train de s'aimer du désordre au sein de l'UDPS. Mais en 2023, nous sommes partis en Andayala où nous avions tenu un congrès extraordinaire. Il y a eu des résolutions dans ces congrès-là.
lesquelles de ces résolutions, faisant de Tshisekedi haute autorité de référence de l'UDPS. Deuxième résolution, c'était lui qui était le candidat naturel à l'élection présidentielle pour le compte de l'UDPS. Troisième résolution, reconduisant M. Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti, qui devrait encore engager l'UDPS auprès des CIAPS. Alors, du fait que nous sommes allés aux élections, on a gagné les élections, et que nous avons la majorité parlementaire, les gens qui ne se sont pas retrouvés comme ministres, comme directeurs généraux, ce sont ces gens-là qui sont montés sur les chevaux pour faire partie de Kabouya. Mais écoutez, on ne fait pas partie de quelqu'un qui détient la légalité du parti, qui détient encore la confiance du chef de l'État et des 1000 combattantes et combattants de l'UDPS. Nous disons tout simplement à M. Bizibou, à tous ces troubadours qui sont avec lui, de l'axe du mal, de revenir à la raison et de venir au parti. C'est le plus important. Et donc, nous n'avons qu'un seul secrétaire général qui s'appelle Augustin Kabouya qui engage les partis. Pour preuve, lorsque le chef de l'État a initié les consultations, animées par le conseiller principal, le professeur Eberhard Kolongele, mais c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui a amené Bizibou là-bas. Lorsqu'il y a des grandes questions, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya que l'on contacte. Lorsque Kabila et l'axe du mal s'allient au M23, c'est Augustin Kabouya qui est au front. Vous avez suivi l'intervention des journalistes de la RFI qui dit c'est Augustin Kabouya qui est homme fort du parti, qui gère les partis des maîtres, qui innove les partis, qui donne du travail aux combattantes et combattants, qui engage les partis, qui innove les partis, qui redynamise les partis. Et à quoi on reproche à Augustin Kabouya? C'est d'avoir donné la majorité parlementaire au chef de l'État. C'est d'avoir donné du travail aux combattantes et combattants. C'est d'avoir gardé encore la flamme du parti. Et donc je me dis, ce sont les aînés viscéraux qui s'élèvent contre le leadership d'honorable Augustin Kabouya. À quand le retour de la paix ou de l'ordre au sein de votre parti, l'UDPS? Je pense qu'il y a de l'ordre au sein des partis parce que les troubadours ne viennent pas à la permanence à la 11e rue. Mais ils sont toujours des Pas plus tard qu'avant-hier, les dimanches, nous avions tenu une méga matinée politique où il y avait un plein à craquer, les gens étaient jusque dehors. Mais qu'ils viennent à la 11e rue. Vous savez, cher ami Émile, l'UDPS, c'est un grand parti politique qui a milité dans l'opposition pendant 36 ans. Nous avions connu des soubresauts, les gens sont morts, et donc ce n'est pas aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, où nous allons accepter qu'il y ait les troubles au sein des partis. Alors, on a laissé longtemps le temps aux gens de faire ce qu'ils vont. Ils ont monté de toutes pièces, mais je pense que maintenant, nous allons nous prendre en charge pour mettre fin à cela. Les combattantes et combattants ne sont pas prêts à brader l'UDPS. L'herbe de Félix Tshisekedi, l'herbe de Tiens Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas retrouvées comme ministres, comme vice-présidents de l'Assemblée nationale. Eh bien, ils veulent monter sur leurs chevaux pour tirer à bout portant l'UDPS. Ça ne se passera pas. Très bien. Où va le Congo? C'est par là que nous terminons notre émission. Mesdames et messieurs, dans 2 minutes, Félix Kayembe, la démarche de père spirituel, l'Église catholique, les cessé pour le dialogue. Aujourd'hui, Kabila a pris vraiment sa position, a donné sa position officielle en le voyant du côté des rebelles, du 1-23. Le dialogue a-t-il toujours sa place? Je pense que les pères spirituels font le travail. Nous sommes devant tous. Les dialogues avec qui? Avec les rebelles, avec tout écoutez, mon cher ami, vous ne pouvez pas accepter. D'abord, il n'y a pas une crise interne dans notre pays. Mais plutôt notre pays est agressé par un pays voyou qui est le Rwanda. Un pays voyou qui est le Rwanda. Je dis bien un pays voyou des agresseurs.
chuté. Et donc, vous ne pouvez pas nous demander, nous, de dialoguer du moment où il n'y a pas une crise à l'interne. Il s'agit d'un pays qui est agressé par les Rwandais. Il faut à ce que les Congolaises et Congolais, tout le monde, se lève comme un seul homme derrière les chefs de l'État, les commandants suprêmes des forces armées et de la police, et que nous puissions mettre fin à la supercherie qui se passe à notre pays avec Kabila à la tête. Pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue parce qu'il n'y a pas une crise dans notre pays. Mesdames et messieurs, plutôt nous sommes agressés. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots de Félix Kayembe que nous bouclons complètement la boucle de cette émission. Mais avant de terminer, eh bien, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre consoeur, la petite sœur Idis de la Radio 7, qui fête ses jours de naissance. Que l'Éternel soit avec Idis, que l'Éternel lui accorde encore une longue vie et qu'elle puisse vivre toute le merveille du monde. Idis, et joyeux anniversaire à toi et que l'Éternel soit toujours avec toi et que personne ne te condamne. Eh bien, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à Félix Kayembe d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, je suis là. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. À demain. À vous de juger. À vous de juger.